Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Charlotte Desrosiers qui nous vient de Marseille pour enregistrer ce podcast. Alors elle avait d'autres choses à faire qu'enregistrer Follow Me, mais voilà, du coup avec Charlotte on s'est beaucoup parlé au téléphone, en visio, pour parler de plein de sujets, mais c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Salut Charlotte. Salut Christopher. Comment tu vas ? Je vais bien. Bon, ça te fait quoi de revenir à Paris ? Parce que t'habites à Marseille, mais t'as longtemps vécu à Paris, je crois. Oui, puis je suis une vraie Parisienne. Je suis née à Paris. Donc là, c'est une petite séquence émotion. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai enregistré mon premier épisode de podcast chez Cosa Vostra. Voilà. Dans vos locaux, dans votre studio. Et donc, du coup, petit souvenir émouvant. Et très bien, tu vas nous raconter un peu ton podcast, ce qu'il est devenu. Mais peut-être avant ça, est-ce que Charlotte, tu veux bien nous dire... quelles études tu as faites, comment tu étais étant plus jeune, étant ado? Alors ado, j'étais très créative, timide. J'étais très timide, donc mes parents m'ont dit tu vas faire du théâtre. J'ai fait pas mal d'activités en fait avec du recul. Tu étais très timide, alors tes parents t'ont dit tu vas faire du théâtre. Ouais, exactement pour justement affronter. Ça doit être effrayant, non? Oui, mais en fait, au final, l'histoire raconte qu'en fait, au final, la scène, j'adore ça. Ouais, bon, donc ça, c'était une révélation. Ouais, c'était une révélation. Okay. Et en fait, ça, j'ai découvert ça après. C'est que finalement, c'était mon côté hypersensible. J'ai fait plein d'activités. J'ai pris des cours de couture, de dessin, de théâtre, de danse. Enfin, voilà. Et au moment des études, je me suis dit que je voulais faire une école d'art. Et une école de commerce. Je m'étais dit, je vais faire d'abord l'école de commerce, comme ça, j'apprends les bases du business et puis je ferai une école d'art plus tard. Et puis finalement, j'ai fait que l'école de commerce parce que j'ai été embauchée direct après à la fin de l'école. Et d'ailleurs, j'ai fait la même école que Mathieu, donc d'où le lien avec Cosa Vostra. Et donc là, je me suis dit j'ai trouvé un job de marketing, enfin le truc où à l'époque on te disait que c'était impossible. Donc je me suis dit, j'y reste, j'ai ce job et puis l'art, je le mets en side project. Qu'est-ce qui était impossible, Charlotte ? J'ai juste pas bien compris ce passage. Le marketing ? Oui, à l'époque, on disait trouver un job en marketing. C'était... Ouais, carrément. Ça aujourd'hui, date... il y en a beaucoup des postes mais c'était il y a D'accord. quelques années. C'était il y a 19 ans. Waouh, salut. Ouais. Et il y a 19 ans, on te disait trouver un job en market, c'était le truc pas possible. D'ailleurs, j'avais fait une spécialisation en gestion de PME en me disant qu'un jour, de toute façon, je créerais ma boîte. Et je m'étais pas dit, tiens, je vais faire la filière marketing parce que c'était bloqué de ce temps-là. Ok, donc tu fais ce cursus école de commerce, tu intègres une entreprise qui te propose un contrat, qui t'embauche. Exactement. Donc là, tu fais une croix sur tout ton aspect créatif ou bien tu avais quand même à l'époque... tu te réservais un peu de temps pour exprimer ta créativité. Ouais, le week-end, je dessinais, je faisais des tableaux, des trucs comme ça. Et puis après, finalement, en marketing, t'exprimes ta créativité au quotidien, en fait. Et du coup, j'ai toujours gardé la créativité plus ou moins dans ma vie en fonction des périodes de travail, parce qu'il y a des moments où, en fait, t'as des postes qui font que tu n'arrives même plus à réfléchir à autre chose qu'à ton poste. Ouais. Et du coup, ta créativité et entre guillemets, ton être s'éteint. Totalement. Donc oui, c'est un peu aussi la genèse de ton podcast. Pourquoi pas moi, ton aventure professionnelle qui a bien démarré parce que comme tu le dis, on t'a dit que tu trouverais jamais un poste en marketing. Tu l'as trouvé. Et t'as même eu un poste à grosse responsabilité. Ouais, dès le départ, en fait, en gros, j'ai fait mon stage de fin d'études, j'ai été embauchée en poste, je sais plus, chef de produit, je sais plus quel était le titre. Et en fait, ma boss est tombée enceinte au bout de, ça faisait 5 mois, un truc comme ça que j'étais en CDI. Elle est tombée enceinte et en mode arrêtée au bout du premier mois. Et en fait, je me suis retrouvée à la tête du service marketing alors que j'avais 21 ou 22 ans, en fait. Une opportunité de fou. C'était dans quel secteur ? C'était chez 1001 listes, les listes de mariage. D'accord, ouais, je vois très bien. Et donc, c'était un truc de malade. Elle est revenue, mais pas du coup à son poste. Donc, je me suis retrouvée à la tête du service market à gérer un budget avec 1 million d'euros, en fait. Et donc, ça a été une opportunité, mais incroyable. Donc, j'ai appris énormément et rapidement, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Ouais, c'est vrai que c'est une très belle opportunité. Ils auraient très bien pu choisir quelqu'un d'extérieur en mission de quelques mois. C'est assez rare quand même qu'ils confient à un junior autant de responsabilités. Donc, c'est ça, ouais. Merci Pauline. Donc ça a été à la fois une belle opportunité, mais aussi
Non, ça c'est plus tard, je crois. Hein. Donc, là où je suis partie en cacahuète, c'est plus tard. Ouais, c'est carrément plus tard. Ouais. Donc là, j'y reste 1 an et demi, un truc comme ça, un peu plus, enfin, 2 ans. Là, la raison pour laquelle je suis partie, c'est qu'en gros, j'étais responsable marketing, mais je devais gagner 1 300 € net par mois. Ouais. Donc à un moment donné, comme on dit à Marseille, à un moment donné, ça piquait un peu et compagnie. Et du coup, je suis partie dans le groupe Figaro Classified. Les petites annonces, enfin les offres d'emploi. Les offres d'emploi, offres de formation. Et là, au bout de peut-être 6 mois, 8 mois, 9 mois, je voyais que je me faisais chier, en fait. Vraiment, je me faisais chier. Tu vois, le truc où moi, j'avais une autonomie totale dans mon job d'avant. Là, pour une bannière web à 200 balles, il fallait la signature du N+2. Donc, si tu veux, je tournais en rond. Enfin, j'étais pas bien. Et en fait, dans toute ma vie professionnelle, quand j'étais pas bien, en fait, j'ai jamais attendu. Donc, du coup, j'ai bougé. Et à ce moment-là, avec mon chéri de l'époque, qui est devenu le père de mes enfants, on s'est dit, allez, pourquoi on déménagerait pas à Marseille ? Donc, on a déménagé à Marseille. Là, j'ai enchaîné 2 jobs. Il y en a un où, en fait, je suis arrivée pour un job et au bout le jour où je suis arrivée, donc on a déménagé tout ça, on m'a dit, finalement, ton poste, en fait, on vient de se faire racheter. Donc, la tournure va changer un peu. Bon. Parce qu'en fait, t'avais pris la décision de partir à Marseille, mais en sachant que t'avais un job qui t'attendait. Exactement. Sur Lui, place, il voulait quoi. monter sa boîte. Ouais. Et moi, on s'était dit, on déménage dès que je trouve un job. Donc, la petite surprise, je fais, sympa. Welcome. Et après, je fais un autre job marketing. Et là, la boîte commence à s'effondrer. Donc, je me dis, OK, faut que je me casse. À cause de toi ? Non. Non, évidemment. Non, en gros, bref, c'était pas. C'était les ancêtres de Uber Eats. Okay. En fait, ils étaient hyper avant-gardistes. Ça s'appelait Chaud Devant. Ok, je connais pas. Ils ont créé ça. C'était juste à Marseille ou C'était Marseille, Paris, Lyon. D'accord. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas du tout pris le virage du digital. Et du coup, ils se sont fait bouffer par les gens qui les ont copiés. Mais attends, comment tu peux être un concurrent d'Uber Eats sans prendre le virage du digital ? Écoute, c'était il y a quelques années. Ouais. Eux, ils avaient la conviction à l'époque qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un au téléphone pour pouvoir te conseiller sur tes plats. Ah ouais. Donc forcément... compliqué. Ouais. Non, quand t'as juste faim, t'as juste envie d'être livré rapidement. Ouais, et puis quelqu'un qui était dans la ville, qui avait déjà goûté les plats pour pouvoir vraiment... Ouais, non, du coup, ils n'ont pas pris le bon virage. Et là, le père de mes enfants me dit, écoute, pourquoi tu ne rejoindrais pas ma boîte, qui est toujours d'ailleurs un éditeur de logiciels. Et j'ai accompagné du coup la croissance de cette boîte. On était 4 quand je suis arrivée. On était peut-être une trentaine quand je suis partie. Et j'y suis restée du coup 6 ans. Ça, c'était vraiment une expérience géniale parce que j'ai vu grandir la boîte. Au début, il m'a dit tu peux pas être que directrice market. Donc j'ai été office manager. Mais finalement, en gros, je disais quand on me disait c'est quoi ton job pendant 2-3 ans, en fait je fais tout dans la boîte sauf vendre, faire le ménage et gérer les projets et développer les logiciels. En gros, j'ai vraiment touché à tout et du coup avec ma fibre entrepreneuse, c'était top de voir les coulisses de tout ça. Et là, ta fibre créative a pu s'exprimer aussi, j'imagine ? Oui, alors à cette époque, clairement, toujours en market, là, je me suis éclatée. Enfin, j'ai créé un vrai univers de marque, tu vois. Ça fait partie de mes grandes fiertés professionnelles. C'est qu'à l'époque, on me disait, dans la presse spécialisée, on me disait que j'avais créé le Michel Augustin du logiciel. Donc, le truc... Trop bien. Ouais, c'était chouette. Et en fait, à partir de ce moment-là, le contenu a commencé à rentrer dans ma vie. Parce qu'on commençait à parler d'inbound marketing, on commençait à créer du contenu, des livres blancs et compagnie. Et là, donc, j'ai commencé à écrire... des e-books, à créer des webinaires et compagnie. Et vraiment, c'est un truc qui me plaisait. Et puis la boîte a grossi. J'avais une super équipe market, c'était super. Jusqu'au jour où je me suis fait chasser pour un énorme poste à Paris en mode directrice marketing monde. Alors attends, avant d'enchaîner là-dessus, c'est comment de travailler avec son mari ? Ça va être l'enfer, non ? Alors aujourd'hui c'est mon ex-mari, mais donc je ne vais pas trop le critiquer. Non, en vrai c'est. Je dis que ça va être l'enfer. Non, mais il doit y avoir des avantages. Non, il y a des avantages. Alors inconvénients. C'est un super manager. C'est vraiment un super manager qui sait vraiment te permettre d'extraire le meilleur de toi. Donc c'était un super manager. Après clairement, qu'on soit clair, t'es en train de te brosser les dents et qu'on te sort qu'il y a une faute d'orthographe sur le tweet que ta stagiaire a envoyé. Ouais. Là, t'as envie de dire, tu me saoules. Ouais, c'est clair. Je suis pas encore au bureau. C'est ça. Je pense que pour le coup, c'est très cool d'avoir sa femme qui bosse, plutôt pour lui, dans le sens où à 4h du mat, il avait une idée lumineuse et que moi, je l'exécutais le lundi matin.
et qui me disait genre 2 jours après, ah, j'ai une idée. Non, tu l'as eu à 4h du mat. Oui, parce que forcément, c'est cette séparation vie pro, vie privée qui nous est chère, qui nous est de plus en plus chère d'ailleurs depuis certainement le Covid. Là, de fait, cette barrière n'existait plus. Ouais, après, on s'était rencontrés, entre guillemets, chez Mille et Une, donc on avait déjà bossé ensemble. D'accord. Mes parents bossent ensemble. D'accord. Donc moi, j'avais le modèle familial de mes parents bossent ensemble dans le salon. Et après, en fait, moi, j'ai trouvé ça super en tant que femme d'entrepreneur de bosser dans l'entreprise. Parce que, dans toute vie d'entreprise, il y a des moments qui sont un peu plus compliqués. Et tu vois, il y a des mois où tu galères en trésor. Et j'avais pas besoin, quand il rentrait le soir et qu'il faisait la gueule, je savais pourquoi il faisait la gueule. Ouais. Et du coup, je pense que, souvent, je disais à l'époque, tu vois, ça nous a énormément aidé dans notre vie de couple parce qu'en fait, je savais ce qui se passait dans les coulisses et ça me permettait du coup de comprendre, de pouvoir mieux l'aider et compagnie, tu vois. Ouais. Ok. Donc. On referme la parenthèse. Bon, ok, t'es chassée pour je suis chassée pour un énorme poste. Donc là, je suis à Marseille, au bord de ma piscine, et le poste est à Paris, évidemment. Et sachant que lui, à l'époque, passait 3-4 jours, 5 jours par semaine à Paris, qu'on n'a aucune famille à Marseille, et que on avait 2 enfants en bas âge. Donc là, je me suis dit. Puis j'avais envie de me prouver un truc à moi-même. Tu vois, directrice marketing monde, le truc, j'avais pas parlé anglais depuis 15 ans. Ouais. Donc là, je rentre dans une espèce de tunnel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect, ça n'a rien à voir avec le sujet de ce podcast, mais aussi de se dire, je suis pas forcément dépendant de la boîte de mon mari et je peux aussi voler de mes propres ailes. Non, pas du tout. Alors clairement aujourd'hui qu'on est séparés, je vois plus la vie de la même façon sur tous ces aspects-là. Ouais. Mais non, parce qu'en fait mes parents ils bossent ensemble depuis toujours et que du coup j'avais pas ce côté. Je gagnais ma vie. Alors évidemment moins bien que tout le monde dans la boîte et j'ai toujours fait la blague. Il ne faut pas être la femme du patron, faut être la maîtresse parce que t'as plus d'avantages. T'as beaucoup plus d'avantages. Mais par contre non parce que j'avais pas ce truc-là. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, je prends ce poste-là en mode je bosse comme une tarée mentale, vraiment une tarée mentale. Comment tu gères les allers-retours, non aussi du coup, on déménage, on vend la maison. Vous revenez à Paris. Du coup, on vend la maison, on s'installe à Paris, on trouve une nounou, une école, sachant que ma fille, à ce moment-là, qui est la deuxième, avait 1 an et demi. Donc, c'était sport. Et donc là, je suis dans un tunnel où je me fais tous les soirs des after-work. Un peu, quand même, une espèce de petite revanche, tu sais, sur le truc de... Avant, j'étais à Marseille... il y avait plein de trucs où j'avais envie d'aller, mais je pouvais pas y aller. Donc, un truc peut-être un peu too much, on peut le dire. Et là, je reste... en gros, j'arrive dans cette boîte. J'avais peut-être 6-7 personnes dans l'équipe market. 1 an après, il y en avait 25. Ok. Donc, si tu veux, j'étais devenue DRH. Et sauf que moi, mon truc, c'est le marketing, quoi. Ouais. Et du coup, j'étais pas bien. Il y avait des personnes qui étaient toxiques dans l'entreprise. Du coup, je me suis dit, faut que je me barre, sinon je vais faire un burn-out. Donc, je suis partie. Là, ce qui est cool, c'est qu'à cette époque-là, je me faisais souvent chasser. CMO dans la tech avec un peu de track record. On n'était pas très nombreuses ou très nombreux à cette époque-là. Donc, je me fais chasser. Là, je vais dans une start-up et au bout de... 4 mois, je me dis qu'en fait, ça va pas le faire. Mais pas du tout, tu vois, genre en mode, j'arrive plus à dormir. Vraiment, en fait, mon corps commence à me parler de plus en plus fort. Là où dans la boîte avant, qui s'appelait Digimind, j'avais un peu la main qui tremblait, l'œil qui sautait, j'étais irascible et tout, j'avais plus de patience et tout. Là, je ne dormais plus, quoi. Mais pourtant, tu peux dire que tu avais un peu moins de responsabilités, moins de personnes à gérer j'avais 4 personnes, mais en fait, j'avais l'impression d'être j'avais l'espèce de syndrome de l'imposteur parce qu'en gros, je savais que ma valeur ajoutée en marketing, c'était de fédérer une communauté, c'était de vendre des logiciels hyper complexes. Là, c'était un truc, c'était vu comme une commodité. Les contenus, le directeur commercial vient me voir en me disant, Charlotte, mais en fait, les gens, ils s'en foutent. Et du coup, je me suis dit, en fait, on attend de moi d'être une experte en SEO, en SIA. C'est pas du tout là où je suis bonne. Ouais. Et j'avais un salaire très, très beau. Et du coup, je pense qu'il y en a plein qui n'en avaient rien à foutre. Mais moi, je me sentais pas du tout à l'aise de me dire, en fait, je suis hyper bien payée pour un truc où on attend de moi, mais j'ai pas les compétences. Et puis, en plus, j'aurais pu me former, mais c'est même pas des trucs où j'avais de l'affinité, en fait. Ok. Et du coup, ce jour-là, donc là, je m'étais encore fait chasser.
Et le jour où mon boss me dit, bah tiens Charlotte, j'aimerais qu'on se voit et tout, pour m'annoncer qu'on allait être racheté par le leader européen de notre secteur. Et moi, c'était le jour où je voulais lui annoncer que je voulais démissionner. Et là, il m'a dit, mais Charlotte, tu peux pas. Donc c'était une boîte sous LBO et compagnie. Il me dit, mais Charlotte, tu peux pas dire que l'argent ne t'intéresse pas. Et je lui dis, mais tu sais, en fait, je préfère être heureuse tous les matins en me levant plutôt que être très riche en fait. J'avais déjà compris ce truc là parce que même le job d'après, bon au final j'avais pas baissé mon salaire, mais je m'étais dit c'est pas grave en fait si je baisse mon salaire parce que j'étais à un niveau qui fait qu'en fait t'es plus à 5-10 000 balles près qui fait qu'en fait tu te dis bah c'est pas grave en fait, ce qui compte c'est d'être avec des gens avec qui tu te sens bien, d'avoir un projet qui t'anime et d'être contente de te lever le matin quoi. Et donc, c'est assez rare d'avoir cette prise de conscience à ce moment-là de ta carrière, parce que Charlotte, t'es pas si âgée que ça. J'avais quel âge? Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Ouais. Donc je suis nulle en date. C'était il y a, pourquoi pas moi, il y a 4-5 ans. Ouais. Non, mais c'est assez tôt dans une carrière pour avoir cette prise de conscience. Généralement, on la prend plus tard quand on est déjà dans un certain confort et qu'on se dit ouais ok bon tout ça c'est bien mais c'est du matériel mais j'ai envie de m'éclater quoi. Ouais, en fait moi finalement j'ai gagné très très bien ma vie mais pendant pas très longtemps du tout parce qu'en fait je me suis dit ouais ça va pas, et donc j'ai commencé ce nouveau job. Je suis arrivée la première semaine, il y avait un team building et tout avec toute la boîte. Je me suis dit j'ai l'impression d'être là depuis toujours, c'est trop cool, franchement trop bien. Et puis au fur et à mesure, bon moi j'étais VP marketing à cette époque-là. Il y a un VP sales qui est arrivé entre-temps et qui m'a pourri la vie, on peut le dire. Ouais. Mais avec du recul, enfin le truc que j'ai compris, parce que du coup j'ai fait un gros travail sur moi depuis tout ça, c'est qu'en fait le mec, je lui laissais mal me parler, je lui laissais mal me traiter, mais parce qu'en fait, je me respectais pas moi. Et en fait, dans ce que j'ai compris, c'est que je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas, et donc je ne me faisais pas respecter. Et en fait, souvent, on te dit, ouais, c'est de la faute de l'autre. Oui, évidemment que c'est l'autre qui te fait le truc, mais si tu laisses la porte ouverte à ça, bah, en fait, t'es responsable aussi. En fait, t'es responsable de prendre conscience que t'es responsable du truc, quoi. Ça, t'en as pris conscience pendant que t'étais en poste ou après? Ah non. Ah non, en poste, j'ai mon corps qui a commencé à me hurler dessus. J'ai cru que je faisais une crise cardiaque. Vraiment, littéralement. Enfin, je suis tombée. C'était le week-end c'était mon week-end de préparation au mariage, donc on était en mars 2019, et vraiment j'ai cru que j'allais mourir quoi. Et c'était un samedi midi, ouais. Et en fait, le lundi matin, fin de quarter, en pleine levée de fonds, bah j'étais au bureau quoi. Je vais quand même voir un médecin, et le médecin me dit je vous arrête, surmenage. Je dis non en fait vous m'arrêtez pas, en fait je vais être en vacances bientôt, enfin no way quoi. Donc, je ne me suis pas arrêtée. Et en fait, donc là, on était en mars 2019 jusqu'à juin 2019. J'ai bossé, mais en fait, je me suis brûlée. Le verdict est tombé en juin 2019. Burn-out. Okay. Rideau. Plus capable de travailler. Mais quand je dis plus capable de travailler, c'est vraiment plus capable. T'as plus de cerveau. Dès que tu bouges, t'as la tête qui tourne. Tu ne sers plus à rien. Et puis, tu ne sais même plus à quoi ça sert de vivre, en fait. Ouais. C'est là où tu te dis que c'est fou. Non, mais c'est une vraie maladie, hein, bien sûr. C'est ça, ouais. Faut le rappeler. C'est ça. Et en fait, tu te dis qu'en fait, là, j'ai eu énormément de culpabilité de me dire, mais comment j'ai pu oser, me mettre dans cet état-là, quoi. C'est pas possible. Puis je me suis dit, j'avais de la culpabilité vis-à-vis de mon boss. On était en pleine levée de fonds vis-à-vis de mes équipes, parce que du coup, je me suis arrêtée du jour au lendemain. J'y suis jamais retournée, quoi. Et vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon futur mari, parce qu'on se mariait un mois après. Truc, tu te dis, ouais, c'est un truc de malade de s'infliger un truc comme ça, quoi. Et donc là, on est en juin 2019. Et parce que ça faisait aussi partie de ton caractère, finalement, de tout accepter, de tout prendre sur toi, de peut-être pas suffisamment déléguer ou pas trop en demander aux autres dans ton équipe? Non, parce que pour le coup, alors prendre sur moi, oui, clairement. Je pense qu'en fait, c'est ce que j'ai compris d'ailleurs. Avec le codir, on s'était fait coacher par un mec qui était super. Ouais. Et j'ai eu 2 prises de conscience hyper fortes même 3 prises de conscience hyper fortes avec ce mec. Et le premier truc, c'était de dire que j'avais une relation parent-enfant avec mon boss.
alors que mon boss avait 30 ans, j'en avais 6 de plus, et que j'étais en mode, c'est le boss, donc il a raison, donc j'avais tendance à carrément à m'étouffer. J'ai compris aussi le fameux triangle de Cartman, qui est le triangle en fait où tu es à la fois sauveur, c'est sauveur, persécuteur et victime. D'accord. Et en fait, quand tu es dans ce triangle, tu prends à tour la casquette. Donc typiquement, je me sentais victime parce qu'on me mettait une pression de dingue. J'étais un persécuteur avec moi-même et potentiellement aussi avec mes équipes. Et en fait, quand tu es dans ce triangle, tu passes tour à tour dans chaque étape. Et j'ai pris conscience de trucs là quand j'étais en poste. Et je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf, il faut que je sorte de ce truc-là. Et puis, j'avais l'impression de vouloir sauver la boîte, de trouver je sais pas quoi. Et ça a été une énorme prise de conscience. Et le dernier truc qui était une semaine avant que je m'arrête. Quand je dis que je m'arrête, parce qu'on m'avait dit de m'arrêter et que j'avais dit non. Et là, je me suis dit, allez, je vais voir le médecin et je vais lui dire, je suis d'accord pour l'arrêt maladie. C'est que j'ai fait un test MBTI. Ouais. Et en fait, dans le MBTI, tes scores, c'est entre... Rappelle-nous ce que c'est. Le MBTI, c'est un truc de personnalité. C'est un test de personnalité qui te permet d'avoir des lettres qui te dit, t'es extraverti, t'as des scores. En gros, et l'extraversion, normalement, t'es censé être entre 15 et 20, tu vois. T'as assez peu de... Moi, j'étais genre à 150 ou 200, quoi. Ah ouais? Ouais. Et là, ça disait quoi du coup de toi? Moi, je sais que quand je suis très, très extravertie, c'est que je suis pas bien. Ouais. C'est que je suis fondamentalement pas bien, quoi. C'est... Ouais. Et donc là, je me suis dit, là, tu pars en cacahuète totale. Et puis tous les soirs, je pleurais. Il y a pas mal de signaux quand même. Ouais. Et là, et puis, je me suis dit... Et puis, il y a un vrai... un élément aussi déclencheur qui a fait que je me suis dit, OK, j'accepte de m'arrêter en dehors du fait de me dire qu'en fait, être au boulot, si t'es plus capable de travailler, tu sers à rien. T'es plus un bon manager. Avec tes enfants, t'es plus bien. C'est que j'étais allée dîner chez des copains. Et c'est des copains qui, je pense, à eux deux, gagnaient mon salaire. Ouais. Et je les ai vus. Et je me suis dit, mais ils sont heureux. Heureux, ouais. Ils sont heureux. Et je me suis dit, en fait, on peut gagner beaucoup, beaucoup moins d'argent et être heureux. Et en fait, je me suis dit, mais moi, c'est ça ce à quoi j'aspire. Mais bon, à ce moment-là, quand je suis arrêtée, je me dis que je vais... si je suis très honnête avec toi, ma petite voix, le fond de moi-même, me disait, je n'y retournerai jamais. Mais j'ai dû passer par des étapes de deuil, de me dire, OK, en fait, j'ai tellement bossé pour avoir ce poste, cette position dans la société. Tu vois, c'est ce que j'appelle les KPI de la réussite, quoi. Ouais, j'avais tous les trucs où on me disait, waouh. De l'ancien monde. Ouais, de l'ancien monde, c'est ça. Ouais, de l'ancien monde. Qui est encore le monde de beaucoup de gens aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui t'amène progressivement à ce podcast et en quoi ton histoire passée a défini aussi ta nouvelle mission, ta nouvelle raison d'être avec ce podcast? Alors, je pense qu'en fait, la raison d'être, on l'a depuis toujours. Je pense aujourd'hui, on est tous nés avec une raison d'être. C'est juste qu'on va la développer, on va l'affiner au fur et à mesure du temps. Donc en l'été, je conclus que je n'y retournerai pas. Là, je me dis peut-être que je vais faire des missions marketing parce que ça rapporte bien, que je suis légitime, machin et tout. Et puis en fait, non. Là, je fais un espèce de balai d'essuie-glace où toutes les semaines je change de projet. Donc j'ai voulu être décoratrice intérieure. J'ai voulu créer une marque avec plein de trucs fabriqués en do it yourself que j'aurais fait moi. Et puis on est en novembre 2019. Là, en fait, je me rends compte dans mon entourage qu'en fait, c'est un truc de malade. C'est que, en fait, moi, le burn-out, j'en ai toujours parlé de façon hyper libérée, sans tabou. Tu vois, je croisais des gens, tu as le temps? Oui, je suis en arrêt maladie, je suis en burn-out, mais je disais ça avec le sourire. Et en fait, tu vois, c'est comme quand je parle aujourd'hui de ma séparation, j'en parle avec le sourire, mais en fait, les trucs qui me touchent énormément, j'en parle avec légèreté. Parce qu'en fait, c'est ma façon de faire et ce que j'ai compris, c'est que en parler avec légèreté, ça aide les gens aussi à se confier, ça aide les gens à libérer la parole. Exactement. Ouais. Et du coup, je parlais du burn-out, en dédramatisant le truc, même si c'est quand même un truc quand même bien profond. Ouais. Et je me suis en fait, le fait d'en parler, je me suis rendu compte du nombre de personnes dans mon entourage, proche ou moins proche, qui étaient soit à 2 doigts du burn-out, soit qu'en avaient fait et je le savais même pas, tu vois. Et là, tu en avais conscience? Oui, carrément, mais qui avait honte. Ouais.
Et en novembre 2019, on est avec le père de mes enfants face à un feu de cheminée à la campagne. Et là, on se discute, on se dit tiens, on pourrait lancer un podcast. On dit on pourrait lancer un podcast pour sa boîte, sachant que j'avais bossé 6 ans dans sa boîte et que moi le podcast c'était un truc que je voulais lancer depuis longtemps et tout. Et puis là, en fait, on se dit qu'en fait, on n'a pas d'intérêt convergent sur la création d'un podcast sur cette thématique. Et d'un coup d'un seul, je lui dis, tu sais quoi, en fait, moi, je vais créer un podcast qui va s'appeler Pourquoi pas moi. Et c'est le podcast qui va inviter à écouter sa petite voix et je vais inviter des gens à raconter, en fait, les coulisses de leur réussite. Parce que tu vois, j'écoutais des podcasts, typiquement celui de Mathieu, Génération Do It Yourself et tout, que je trouvais génial. Mais ce qui me manquait, c'était vraiment les gens qui racontent leurs peurs, leurs doutes, l'intimité de la prise de décision. Exactement, vraiment les coulisses, le truc en mode... en fait, ce que je voulais démontrer aux autres, et puis aussi à moi-même, parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même pas au sommet de ma forme, c'était qu'en fait, on a tous des peurs, on a tous des galères, mais qu'en fait, c'est le chemin vers la réussite. Et la réussite n'étant pas les KPI de la réussite. La réussite étant d'être à sa place et d'être heureux et d'être épanoui, quoi. Ok, donc tu te dis, c'était venu comme une révélation. Ah, mais c'est vraiment. T'avais déjà le nom, t'avais déjà le truc de fou. La promesse. Ah ouais, non, etc., mais le truc de fou. Tu te dis pourtant, des brainstorming marketing, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Voilà. Là, c'est sorti comme ça. Comment tu t'es lancé? À partir du moment où tu t'es dit, ok, go, je veux faire ça. Et ben là, du coup, quoi les étapes étape numéro 1, vérifier que le nom soit dispo. Voilà. On l'oublie souvent, mais c'est une étape importante. Petit détail, le nom de domaine était dispo, alors pas en .com, donc c'est .co, mais bon, c'est très bien quand même. Et puis là, je fais la liste de toutes les personnes qui m'inspirent, où je me dis, tiens, j'aimerais les accueillir derrière mon micro. Et puis, j'avais la chance de connaître Mathieu. Et du coup, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord qu'on prenne un café? Il m'a dit, avec plaisir. Donc, je lui parle de mon projet. Et puis, il me dit, écoute... À cette époque-là, j'avais la croyance qu'on ne pouvait enregistrer que des podcasts qu'en face à face, parce que nous étions quand même donc en novembre 2019. Ouais, bah oui. Voilà. En physique. Ouais, en physique. Et que parce que moi, je voulais comme c'est un sujet intime, je me dis mais en fait, on est obligé de faire ça en face à face. Donc et je me voyais pas acheter du matos parce que c'est un moment où c'était le moment où je venais d'être au chômage. Donc même si j'avais un très bon chômage. J'avais encore mon loyer parisien, la nounou et compagnie, et puis la peur de dire je suis au chômage, j'ai 2 ans, mais je n'ai aucune idée de comment je vais gagner ma vie un jour. Ouais. Et donc pas forcément envie d'investir dans le matos. Mathieu m'a dit, écoute, essaye, tu fais 2-3 interviews, puis ça te plaît, essaye chez nous, et puis si ça te plaît, tu t'achètes le matos, et si ça te plaît pas, t'auras essayé. Et donc, je fais pas la première. Donc, je contacte 2 personnes que je connaissais, mais pas proches non plus. Et les 2 me disent oui, avec plaisir. Et il y en a une qui m'avait dit ok la semaine prochaine. Je fais waouh. Ouais. Allez, on y va. Et donc là, je fais la liste de mes questions et compagnie. Et puis donc là, on était fin novembre, début décembre. Et là, j'ai fait mon petit plan marketing. On se rachète pas. Hein. Donc là, je fais un projet sur un logiciel de gestion de projet qui s'appelle Asana. Là, j'écoute une plotée de trucs sur comment lancer un podcast. Mais bon, on était donc il y a 3 ans, donc il y avait quand même beaucoup moins de ressources. Il y avait quoi dans ton plan marketing alors? Il y avait... Alors, ce que j'ai découvert à l'époque, c'est que l'algorithme d'Apple Podcast, le numéro 1, c'était Apple Podcast, que l'algorithme d'Apple Podcast, c'était idéalement, il fallait sortir plusieurs épisodes d'un coup pour pas avoir l'impression que tu sors un podcast et qu'en fait, il y en a 1 ou 2 épisodes. Donc, du coup, j'avais prévu de sortir la bande-annonce plus 2 épisodes. D'accord. J'avais une copine à l'époque qui m'avait dit, écoute, le jour où, parce que j'avais toujours dit que je créerais une boîte, qui m'avait dit, écoute, le jour où tu crées ta boîte, je t'offre ton identité visuelle. Et moi, j'ai tout de suite imaginé, j'ai toujours créé des marques dans toutes les boîtes où j'étais, donc pourquoi pas moi, c'était forcément une marque en fait. Ouais. Donc j'achète le nom de domaine, j'achète la marque à l'INPI, et puis j'écris une plateforme de marque. Sur pourquoi pas moi, c'est quoi. Et ce qui est hallucinant, c'est que j'ai refondu mon identité visuelle là au début de l'année, et quand je relis tout ce que j'ai écrit, mais c'est un truc de fou. Tout ce que j'ai écrit, ouais. Il y a une partie qui est aujourd'hui, il y a une partie que j'avais écrite sans conscientiser tout ce que je voulais dire derrière, et aujourd'hui en fait tu te dis mais oui, mais donc du coup t'as rien modifié? Non. Ouais. Du coup, non. Elle est très chouette, ton identité visuelle, d'ailleurs. Merci. Ouais, vraiment, vraiment très sympa. Je vous invite à
à découvrir. Donc, ok, dans ton plan marketing, il y avait quoi d'autre? Donc, il y avait la création d'un site web, parce que j'imaginais pas, même si j'étais sur Ocha, j'imaginais pas avoir juste la page. Enfin, du coup, j'ai créé mon site, j'ai créé tout l'univers de marque, et puis la déclinaison. Enfin, moi, je fais partie des podcasteurs où j'ai 5 ou 6 vignettes différentes pour faire la promo sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc, une vraie déclinaison de plein d'outils. Donc des templates, etc. Okay. Ouais, des templates sur Illustrator. Et avec du recul, qu'est-ce qui a bien marché selon toi? Comment t'as fait la différence? Alors l'identité visuelle, clairement. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait le truc de dingue, c'est que j'ai sorti les épisodes. Il y avait le salon de la radio qui était genre une semaine après le lancement, et donc j'avais pu discuter avec plein de podcasteurs et compagnie, et j'avais rencontré le mec qui s'occupe de chez Deezer de mettre en avant, parce que je m'étais retrouvée sur la home de Deezer. Ouais. Je m'étais retrouvée à la une d'Apple Podcast parce que nouveauté, et il m'avait dit non mais c'est juste parce que ta cover elle était cool en fait. Ah ouais. Tu vois, ça se joue à rien. Ouais, c'est ça. Tu te dis intéressant. Ouais, et après si dans mon plan market, un truc qui a fait quand même carrément la différence, c'est que j'ai fait une mailing list. En fait, moi, j'ai fait un espèce de... Quand j'ai fait mon burn-out, je suis rentrée dans un tunnel, je suis dans ma cave. Enfin, personne savait que j'avais fait un burn-out à part les gens que j'avais croisés, en fait. Et sur LinkedIn, j'assumais pas du tout de dire que je ne savais pas ce que je faisais de ma vie. Et donc, j'ai fait un post sur LinkedIn, mais c'est surtout que j'ai récupéré une à une 1500 adresses sur LinkedIn de gens avec qui j'avais été en relation, mais que des gens que j'appréciais, tu vois, parce qu'il y avait des gens où, voilà, l'idée, c'était pas d'aller chercher des trucs chez des gens que j'appréciais pas. Et donc, du coup, 1500 contacts, enfin, avec lesquels tu es déjà en relation sur LinkedIn pour avoir accès à leur adresse mail. Ouais. Mais du coup, parce qu'en fait... Tu l'as fait à la main, ça, ou t'as utilisé un outil? Alors, j'ai fait l'export, mais non, en fait, j'ai fait l'export, mais sauf qu'il y a plein de gens où t'es obligé d'aller sur leur profil. Ouais, donc, non, j'ai passé quelques nuits sur le sujet. Et puis surtout, je voulais accessoirement faire un filtre, parce qu'il y a des gens, bon, déjà, j'avais des gens anglophones, donc c'était pas l'idée de les spammer. Et puis il y avait des gens, j'avais pas du tout envie de leur envoyer le mail parce que je me livrais sur des trucs perso et que c'est des gens, voilà, qui font plus partie de ma vision du monde d'aujourd'hui, quoi. Et donc j'ai envoyé un mail en disant, bah voilà, j'ai fait un burn-out, je lance ce podcast, voilà les raisons, j'ai besoin de vous, que vous mettiez un commentaire et que vous le partagiez, que vous vous abonniez. Et ça, je pense que clairement, ça a fait. Et puis les 2 personnes que j'ai interviewées ont été géniales parce qu'elles ont relayé de dingue, en fait. Vraiment, il y avait Pénélope Boeuf. C'était pas, pour le coup, il y avait pas de stratégie derrière, mais avec du recul, c'était une super idée, c'est que d'interviewer un podcasteur en premier, c'est quelqu'un qui écoute les gens qui l'écoutent, c'est les gens qui écoutent des podcasts, donc du coup. Bah, tu sais que Pénélope était ma dernière invitée. Oui, je sais bien. C'est drôle. J'ai vu ça, ouais. Ok, et t'as combien d'écoutes mensuelles en ce moment, à peu près? Alors là, je t'avoue que j'ai pas regardé en ce moment. Je suis dans une espèce de tunnel dans ma vie, donc j'ai pas regardé avant de passer. Là, en fait, j'étais passée à 2 par mois. En fait, j'étais à 1 par semaine. J'étais 1 par semaine. J'étais passée à 2. Avant de passer à 1 quand j'étais à 1 par semaine, j'étais à 30 000. J'ai beaucoup baissé en passant à 1 tous les 15 jours. Ouais. La régularité est vraiment clé. Carrément. Ouais, je suis descendue à 18 000. Truc, tu dis waouh, truc de fou. Mais là, du coup, non, j'ai pas regardé. Je pense que j'ai dû remonter à 20-25 000, je pense. Ok, d'accord. Et si on se plonge un peu dans tes coulisses, je pense que ton workflow a dû pas mal évoluer, j'imagine, depuis ton lancement jusqu'à aujourd'hui. Comment t'étais organisé avant, notamment pour le montage, la post-production, je sais pas, ton générique, introduction, pas introduction, et puis aujourd'hui? Alors, ça a quasiment pas changé. Ok, d'accord. Ouais, non, ça a quasiment pas changé. Bon, au fait, il y a eu juste un moment où j'avais pris une freelance en début d'année et une stagiaire après. Et là, finalement, j'ai pris personne. En fait, là, à la rentrée, je me suis dit que ma liberté était plus forte. Donc là, en gros, moi, j'ai une mini intro avec une citation de mon invité, un générique, une introduction que j'enregistre où je raconte, j'introduis mon invité. Et puis après, il y a toujours une conclusion. Et la conclusion avant, c'est un truc qui a changé, c'est que ma conclusion avant, je la changeais à chaque fois. Et puis là, maintenant, j'ai la même conclusion à chaque fois. Et donc l'intro, tu l'enregistres aussi après avoir enregistré ton épisode. Ouais.
Après, et puis du coup, après avoir réécouté l'épisode, parce que du coup, en fait, moi, j'écoute l'épisode pour le montage. Alors, je coupe rien, sauf, voilà, il y a un livreur ou je sais pas quoi, quelqu'un qui tousse, mais c'est zéro coupe. Mais donc, ça me permet d'extraire des citations que je mets après sur mon blog. Parce qu'en fait, chaque épisode de podcast a son billet de blog. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand je l'ai fait, évidemment, je pensais au SEO, mais je savais qu'il y avait un truc plus grand que ça pour laquelle je le faisais, mais je savais pas pourquoi. Et le texte de ton billet de blog est différent de ton descriptif? Alors, pas forcément. Alors, l'intro, en fait, je récupère l'intro de mon descriptif. D'accord. Mais mon billet de blog, c'est plein de citations. Tu as une quinzaine ou vingtaine de citations. Et comment tu fais pour les identifier, ces citations? Tu te les notes Non, j'écoute. Du coup, en réécoutant, je réécoute. Ouais. En fait, alors, je réécoute via Appiscribe, qui me permet du coup d'extraire en fait tout le texte. Exactement. C'est du speech to text. C'est du speech to text, exactement. Et donc du coup, ça me permet de faire des copier-coller faciles. Appiscribe. Comment t'écris ça? Appi, H-A-P-Y, et Scribe, S-C-R-I-B-E. Alors le truc, c'est que maintenant ça a vachement augmenté le tarif. À l'époque, j'avais acheté un truc pendant une petite reco d'anciennes marketeuses. C'est que les logiciels, souvent au moment du Black Friday, t'as des promos de ouf. Et là, en gros, c'est ça. Et 4e vendredi du mois de novembre, chaque année. Et là, tu vois, j'avais acheté un truc sur Appiscribe. D'ailleurs, j'avais vu ça dans la newsletter d'Ico Podcast, qui disait, bah voilà, Appiscribe, c'était 75 balles les 2 heures par mois. Ouais. Non, c'est très cher. Hein. Non, mais c'était à vie. Là, en gros, t'avais le droit à 2 heures par mois à vie. Ah ouais. 75 balles. Tu payes 75 balles une fois. C'est ça. Ah oui, ok. Non, c'était truc juste. Non, c'est carrément pas cher par rapport à d'autres solutions de speech to text. Sauf que là, tu vois, maintenant, 2 heures, ça me suffit plus. Donc là, je repaye, donc ça me coûte 50 balles ou pas. Mais donc non, le truc que je me suis dit, mais pourquoi j'en ai pas pris Tes épisodes durent combien de temps à peu près? 1h30, 1h45. Ouais, ok. Parce que 1h30 de retranscription texte, c'est. Ah bah c'est pour ça. C'est beaucoup. Hein. Ouais. Donc non, je réécoute et puis je fais mes copier-coller des punchlines. Ok, ouais, intéressant. Donc un descriptif différent de ton billet de blog. Et le montage, comment t'as fait? Parce que j'imagine que t'en avais jamais fait avant. Non, mais bon, après, tu vois, j'avais joué avec iMovie. Moi, j'adore les logiciels. Ouais. Clairement, enfin, j'ai des logiciels pour tout. Donc, du coup, d'ailleurs, c'est un peu mon problème, c'est que du coup, j'ai des abonnements pour tout et que ça me coûte cher. Mais après, bon, l'idée, c'est d'être malin, tu vois, pour le montage, j'utilise Audacity, donc qui est gratuit. Après, je repasse sur Auphonic pour pouvoir faire en sorte que les voix soient égalisées. Et avec Auphonic, tu as le droit à 2 heures gratuites par mois, mais tu crées plusieurs adresses email. Après, un compte pro Auphonic, c'est 9 €, je crois, par mois. Ouais, mais bon, moi, j'en ai des logiciels. Mais bon, j'ai le même problème que toi. Ouais. J'ai Canva, j'ai Adobe, enfin bref, j'en ai beaucoup de logiciels. Mais bon, en même temps, venant de l'univers du logiciel. Donc, tu t'es formé. Je me suis auto-formée. Après, franchement, c'est montage audio, oui, c'est vraiment pas méchant. Surtout sur un podcast conversationnel, où ce qui est important, c'est d'avoir déjà des bons micros. T'as quoi comme micro? Alors, j'ai un Shure, le SM58, exactement. J'ai très bon modèle, 100 € pièce. Voilà, j'ai le Zoom H6, le même que celui-là. Mais la petite blague, c'est qu'en fait, avec le confinement, il y a eu le confinement et je suis retournée vivre à Marseille. Ouais. Et donc, du coup, en fait, je suis passée à quasiment 90-95% de mes interviews à distance. Ouais, c'était mon autre question, parce que tu fais 2 épisodes ici dans les locaux de Cosa Vostra. Donc, on comprend que, évidemment, tu y prends goût. Oui. Donc, tu te dis, OK, j'investis, t'achètes du matos. Ouais. Là, bim, confinement. C'est ça. Joyeux Noël. Et donc, tu fais des enregistrements à distance. Quasiment exclusivement à distance. Ouais. Carrément. Du coup, en fait, j'ai commencé le premier interview, tu vois, à distance En fait, j'avais pas mal d'interviews d'avance. Ouais. Ça, c'est d'ailleurs petit conseil pour ceux qui se lancent, c'est d'en avoir d'avance pour pas être stress et tout quand tu as un rythme toutes les semaines. Et là, en fait, je me dis, comme j'avais cette croyance de me dire, mais attends, Charlotte, c'est pas possible, tu peux pas faire. Enfin, moi, il y a les gens, ils me racontent ce que leur mère leur a dit sur leur lit de mort. Enfin, ça arrive hyper souvent que les gens pleurent pendant les épisodes, tu vois, parce qu'on va vraiment chercher les tripes. On est vraiment sur les coulisses des personnes. Et je me suis dit, mais jamais je vais arriver à faire ça à distance, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai interviewé une personne avec qui j'avais bossé, donc je connaissais un peu, une ancienne amie. Donc, des gens où j'avais, déjà du relationnel et j'ai vu que ça marche. Une ancienne amie ou une amie ancienne? Non, ancienne amie dans le sens c'était une amie d'enfance voilà, on se voit pas, on habite dans 2 villes différentes, donc c'est quelqu'un, c'était pas quelqu'un de proche et qui est devenu de plus en plus proche, c'est ça. Vous l'avez fait à distance?
Et en fait, je me suis rendu compte que t'arrivais à obtenir le résultat que tu voulais. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, du coup, si tu veux, je m'embarque. Quand on a déménagé à Marseille, je me suis dit, je ferai les allers-retours, je viendrai enregistrer à Paris, en fait. Non. C'est intéressant. Et est-ce que tu utilises des petites techniques pour retrouver un peu ce sentiment d'intimité, cette petite bulle d'intimité qu'on peut avoir quand on est en physique? Du coup, je fais ça en visio. J'utilise Zencastr. Ok. Donc, on est en visio, je suis dans le blanc des yeux des personnes, mais je crois que c'est une question d'énergie, en fait. Je pense qu'il y a un truc qui fait que mes invités se livrent, c'est que moi, je me livre aussi. Ouais. Tu vois, je raconte des trucs perso, et du coup, je pense que quand tu montres ta vulnérabilité, ça invite les personnes à livrer la leur. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu invites ou tu incites tes invités à se mettre dans un endroit, je sais pas, un calme, à l'abri de possibles perturbations, je sais pas, de leur enfant, dans le brief, en fait, je leur envoie un mail en truc organisationnel, donc je leur envoie un lien sur Calendly pour qu'ils puissent choisir un moment qui leur convient et sans avoir les allers-retours voilà. Dans le Calendly, ça crée une invitation du coup dans leur agenda, et là je leur dis mes invités, en fait, le seul truc qu'ils doivent préparer, c'est un objet qui les représente. Okay. Parce que, petite parenthèse, en fait, je m'étais rendu compte que dans un truc de coaching à l'époque, qu'on avait présenté un objet qui nous représentait, et que je trouvais que c'était un moment de rencontrer les gens d'une façon différente, de leur faire parler d'eux et tout. Et j'avais pas envie de la question « présente-toi » comme ça. Ouais. Et mon petit côté marketeuse qui voulait... et donc, du coup, la première question que je leur pose, c'est « présente-toi avec l'objet que tu as choisi ». Okay. Donc, je leur demande ça. Et puis après, je leur dis, il y a un petit briefing en mode, en effet, lieu au calme, idéalement pas d'AirPod. Ouais. Et bon, au final, tu te retrouves quand même avec des gens qui... Voilà, c'est... Et après, c'est déjà arrivé que le son soit dégueulasse. Et du coup, j'ai dit, tu te mets dans un autre endroit et on refait. Ouais. Moi, c'est plus par ce souci technique que j'évite de faire des enregistrements à distance, parce que je trouve qu'il y a toujours des soucis, en fait. Même si t'as beau dire à tes invités, prends un casque filaire, dans l'idéal, un casque avec un micro type casque gamer, voilà. Il y en a toujours qui disent « Ah ouais, bon, non, j'avais pas vu ton mail. » Et je trouve avec des AirPods, avec un son horrible. Au final, le son est pas si... Enfin, tu vois, moi, j'ai un côté hyper perfectionniste et puis hyper puriste. Évidemment que t'entends la différence quand c'est enregistré avec le matos. Mais au final, ça le fait. Même, tu vois, c'était ma première interview pour le coup, qui était, il avait même pas c'était Philippe Manœuvre. Il avait pas de casque, il avait rien, quoi. Et je me suis dit, mince, et il y a plein de gens qui m'ont dit, on a l'impression d'être dans le salon avec Philippe et toi, donc, ça a créé un côté un peu intime aussi. Après, tu vois, j'en avais fait un avec Augustin, de Michel Augustin. Ouais. On était dans un café. Là, au final, l'épisode est génial, mais bon, Vous étiez ensemble dans un café ou lui était dans un café? Non, en fait, ça avait été un peu d'ailleurs, tu vois, c'est des petits clins d'œil quand même de la vie. C'est que c'était l'année dernière, j'étais venue enregistrer à Paris 2 personnes. En fait, j'avais un week-end à Paris. Je me suis dit, j'en profite pour enregistrer 2 personnes. Une nana, j'ai jamais diffusé l'interview parce qu'en fait, elle regardait son téléphone pendant tout le truc. Ouais. Donc voilà, et Augustin qui m'avait dit en fait, on se retrouve dans mes bureaux, et puis finalement il m'a donné rendez-vous dans un café. Et donc je me suis dit, ça vaut bien la peine, tu vois, de faire ça, de faire ça en face à face, si voilà. Bon, après, j'ai eu l'occasion d'enregistrer un épisode de podcast, d'un autre podcast, dans un café, avec des bons micros. Ouais, non, ça va. Franchement, ça va. Ouais, carrément. Ouais, franchement, ça va. Comment t'expliques à une invitée que tu vas pas diffuser son épisode? C'est une très bonne question, parce que ça me fait dire qu'il faut que cette personne, que je la contacte, parce qu'en fait, je n'ai jamais assumé de ne pas avoir diffusé son interview. Donc, je ne lui ai jamais dit que je n'allais pas la diffuser. Après, elle était censée m'envoyer sa photo qu'elle ne m'a jamais envoyée non plus. Oui. Ça se trouve, elle a zappé. Non, parce qu'elle m'avait fait un mail de relance et j'étais tellement pas à l'aise que du coup... Depuis, j'ai appris, il y a un autre mec où j'ai pas diffusé son interview. Là, j'en avais parlé avec la personne qui s'occupait de la com, parce que c'était un mec un mec brillant et compagnie. Mais si tu veux, il expliquait que en fait, il n'imaginait pas possible d'avoir une vie de famille et être entrepreneur, que c'était pas possible, c'était pas conciliable. Bon, il avait 30 ans, il était en mode et que bon, il est dans il a créé une boîte à impact, et qu'en fait finalement je lui dis, mais du coup t'as levé de fonds, tu vas aller prendre tu vas prendre des fonds à impact, quoi. Non, en gros l'idée c'est de trouver de la thune.
ok. Ouais. Donc on va dire qu'on n'était pas du tout raccord sur la philosophie des messages à passer. Et donc j'en ai parlé avec sa responsable com. Elle me dit oui, je comprends parce qu'en effet, moi je peux pas laisser quelqu'un dire. Alors je l'avais challengé, tu vois, mais qu'en fait on peut pas être entrepreneur et être enfant, avoir des enfants et être heureux, c'est pas possible. Et parce que tu voulais pas forcément rentrer dans un débat. Je l'ai fait un peu, mais en fait vif, on va dire. Ouais. Ouais, non, parce qu'en fait moi je suis une gentille, je suis pas, non, mais moi, en fait, vraiment, tu vois, j'ai interviewé des gens pas connus et des gens très connus tu vois, je pense par exemple à Adeline Blondio. Mm-hmm. J'aurais pu, tu vois, aller challenger sur alors avec Johnny et tout. Moi, j'ai vraiment envie de mes invités, de les mettre dans un petit cocon et l'idée, c'est de donner de l'espoir aux gens qui écoutent. Donc, je suis pas clairement, il y a des podcasteurs qui sont comme ça, mais c'est pas moi, en fait. Moi, moi, je suis en fait, c'est ce que je dis en ce moment tout le temps, je suis dans le monde des bisounours. Et du coup... Oh, bien, c'est peut-être, t'as aussi peut-être un podcast à mission, on va dire. C'est une entreprise à mission. Tu t'en caches pas, tu l'assumes et clairement. tu dis que tu privilégies des invités qui nourrissent cette mission et cette vision. C'est pas que je privilégie, c'est que ça. C'est vraiment, tu vois... Mais alors, comment t'en es venu à l'inviter, lui, sur ton podcast Il m'avait contacté. En fait, je crois que c'était son attaché de presse qui m'avait contacté. Et je me suis dit, le mec, il monte une entreprise à mission. Parce que lui, il a créé son entreprise comme entreprise à mission. La boîte était à Marseille et tout. Et mon entreprise, moi, quand j'ai créé Pourquoi pas moi, c'est une entreprise à mission. Donc, je me suis dit, il y a une vraie démarche et tout. Et puis, erreur de casting. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Merci pour tous ces détails. Alors, il y a ton podcast, évidemment, mais il y a des activités parallèles à ton podcast. Tu nous en dis un peu plus ? Ouais. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que quand j'ai créé le podcast, il y avait aucun business model, il y avait aucune idée. Je savais qu'un jour je gagnerais ma vie avec Pourquoi pas moi, mais je n'avais absolument aucune idée de quoi, comment. Vraiment, j'avais ce truc en moi qui me disait ça va le faire, mais et tout le monde me dit mais comment tu gagnes de l'argent avec un podcast, sachant que à date, donc on est en début octobre 2022, je n'ai jamais fait de pub sur mon podcast. Donc là, le podcast m'a coûté de l'argent et ne m'en a jamais rapporté. Mais directement, on va dire. Indirectement, exactement. Et en fait, donc j'ai créé le podcast, il y a eu le confinement et tout. J'ai été contactée par une maison d'édition pour écrire un livre qui est sorti en avril 2021 qui s'appelle « Et si je changeais de métier ?» Et on écrit... Quand tu es jeune entrepreneuse, tu ne gagnes pas d'argent en écrivant un livre, qu'on soit bien... Il n'y a pas beaucoup de monde qui gagne de l'argent en écrivant un livre. Mais bon, c'est ça. Mais bon, du coup, j'étais trop contente de le faire. Et puis en plus, ça m'a rappelé les livres blancs que j'écrivais. C'était une super expérience. Et en écrivant ce livre, je me suis dit qu'en fait, j'avais envie d'aider encore plus les gens. Et je me suis dit, en fait, je vais aider encore plus les gens à écouter leur petite voix, à se dire que ils ont qu'une vie. Et puis, je me suis dit, moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est que tu peux avoir une vie alignée. Et en écoutant tous mes invités de podcast, ils me disaient tous la même chose en mode, il y a l'alignement des planètes, on a l'impression de plus travailler et tout. Et je me suis dit, mais trop cool, on fait comment, en fait, pour trouver ce truc, quoi. Ouais. Et donc là, je fais énormément de recherches et je me suis rendu compte que ce que je voulais montrer, ça existe depuis la nuit des temps. Ça s'appelle l'ikigai au Japon, ça s'appelle les purusharthas en Ayurveda, ça s'appelle le Nankama en Afrique, ça s'appelle le SPA en psychologie positive, ça s'appelle l'essence en philosophie, ça s'appelle la mission de vie. Bref, tout ça veut dire exactement la même chose. Ça existe depuis la nuit des temps, mais en fait, on est tellement dans une société où on veut nous mettre dans des cases que c'est surtout pas l'idée de te demander ça. Et donc, en fait, j'ai créé un programme pour permettre aux gens de savoir quelle est leur raison d'être. Et en fait, récemment, j'ai fait un TEDx qui s'appelle « Je n'ai plus peur du dimanche soir » parce que je n'ai plus peur du dimanche soir maintenant. J'ai plus ce blues. Et en fait, je me suis dit, finalement, en créant ce programme, donc aujourd'hui, il y a plus de 100 personnes qui l'ont suivi, et à chaque fois, limite, j'ai un peu les yeux qui piquent là en te le disant, c'est un truc de fou quand les gens te disent, j'avais perdu le goût de la vie, et maintenant, je sais qui je suis quelqu'un de génial, et je sais où est-ce que j'ai envie d'aller. Tu dis, waouh, c'est... C'est une sorte. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de bilan de compétences plus Carrément. Alors, en fait, au début, je l'ai lancé en mode programme, et en fait, je me suis dit,
En fait, l'idée, c'est de le faire rentrer dans la case bilan de compétences pour pouvoir bénéficier du CPF. Et donc, aujourd'hui, c'est un bilan de compétences avec tous les attraits du bilan de compétences, mais il va beaucoup plus loin qu'un bilan de compétences traditionnel, à la fois sur le fond et sur la forme. D'accord. C'est-à-dire que sur le fond, tu vas trouver ta mission de vie, ta raison d'être, et tu connais sûrement le Golden Circle de notre ami Simon Sinek, qui est le partir de son why, son how et son what. Et l'idée, c'est de dire qu'en fait, pour les humains, c'est exactement la même chose. Ton why, c'est ta raison d'être, en fait. Ton how, c'est tes talents, c'est tes compétences. Ton what, c'est ton métier. Et je rajoute le where, qui est ton environnement, qui va respecter tes valeurs, ton équilibre vie pro, vie perso. Et sachant qu'évidemment, ton where, il va évoluer en fonction des moments de ta vie. Et donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de trouver en fait tout ça et de partir du why, parce que les bilans de compétences traditionnels, on va te faire trouver ton how, qui sont tes talents, tes compétences, et puis le what. Et puis le what, on va te dire, voilà le métier, voilà un catalogue de métiers. Et en fait, moi, je vois aujourd'hui, mon métier, il n'existe pas en fait. Enfin voilà, je suis podcasteuse, j'ai écrit un bouquin, je fais des conférences, j'ai créé un programme. En fait, ce qui compte, c'est c'est ma mission. Oui, tu rentres pas dans une case d'un bilan de compétences. Pas du tout, clairement pas. Donc c'est-à-dire que t'es, je sais pas, élèves, on va dire, qui suivent ce bilan de compétences à la fin. Ils savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont. En fait, ils savent qui ils sont. Ils connaissent à la fois leur zone d'ombre et leur zone de lumière. Pour pouvoir justement se dire, ok, j'ai ces défauts-là, mais comment je fais pour... Ils savent qui fait qu'ils sont uniques. Et ils savent en fait pourquoi ils sont sur cette terre et qu'est-ce qu'ils ont à apporter au monde, quoi. Okay. Et du coup, ils trouvent, donc après, en découle un métier qui correspond à ça, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui finalement se disent, en fait, mon métier, je l'aime, mais il faut juste que je le fasse différemment. Ou des gens qui se disent, en fait, mon métier, je l'aime, ou en fait, où je l'aime plus trop, mais je vais faire un side project à côté. En fait, tout est possible. Tu as des exemples de changements de vie catégoriques de personnes qui ont suivi ce programme? Alors, qui ont découvert, qui ont une révélation. Alors en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a jamais de révélation incroyable. C'est-à-dire que, en fait, les gens, ils vont chercher un truc. Confirmation peut-être. Ouais, à chaque, en fait, où c'est intuition. C'est exactement ça. Alors, tu vois, dans les métiers, pas de comptable devenu trapéziste, quoi. Non. Si, pourquoi pas. Alors, pourquoi pas. Mais en fait, il y a personne qui va. Il y a pas un trapéziste. Enfin, tu vois, typiquement, je pense à une personne qui est devenue kinésiologue pour animaux. Je ne savais même pas que ça existait. Bon, et qu'est-ce qu'elle faisait avant? Je sais plus. Là, j'ai un doute. Je crois qu'elle était dans la com, dans la banque, je sais plus. Mais un truc, rien à voir. Non, vraiment, grand écart. Ou une personne qui est devenue thérapeute et qui était dans une agence de voyage. Des grands écarts, il y en a quand même pas mal. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu vois, je pense à une de mes clientes qui a été une des plus dures, entre guillemets, sachant que, en gros, c'est une plateforme d'e-learning où c'est que de l'audio. Donc, j'ai continué dans la lignée du podcast parce que l'audio invite à l'introspection et tout. Et en fait, elle cherchait tellement qu'elle n'arrivait pas à trouver, mais vraiment, elle tournait en rond et tout. Et en fait, le coaching, il est fait par des coachs. Moi, j'ai un réseau de coachs que je choisis pour chaque personne par rapport à différents critères. Et donc, j'en parle avec la coach. Elle me dit, ouais, ça va pas, elle trouve pas et tout. Et donc, bon, du coup, je la coach en parallèle, un peu en mode, moi, ça me tenait vraiment à cœur qu'elle trouve. Je dis, mais lâche-toi les basques, arrête d'y penser. Et genre, ça viendra tout seul, quoi. Et genre 2 mois après, elle m'envoie un mail en me disant, en fait, je vais créer une agence immobilière, mais avec un axe hyper différenciant, machin et tout. Mais en fait, c'est juste une évidence. Mon père est dans l'immobilier. C'est un truc que je veux faire depuis toujours, mais pour plein de raisons, je l'avais pas vu. Et il y a des trucs, en fait, il y a aucune personne qui m'a dit, ça sort de nulle part. Tu vois, moi, aujourd'hui, aider les gens, j'ai toujours aimé aider les gens, tu vois, faire de la scène. J'ai toujours, on revient tout à l'heure, j'ai toujours aimé être sur la scène. J'ai toujours adoré avoir un micro et chanter. C'est créer du contenu. J'ai toujours aimé ça. Donc c'est. Tu en fais encore d'ailleurs de la scène? Là, du coup, j'ai fait le TEDx, qui était un sacré challenge. Mais là maintenant. On n'est pas sur du théâtre ou de non, ça du coup non. Là, j'ai fait un karaoké vendredi soir. Ok, mais, ça compte. Ça compte. Mais non, le chant, c'est un truc sur lequel, tu vois, dans ce nouveau chapitre de ma vie où je me dis que j'ai envie de travailler plus le truc. Ok. Ouais.
On en reparlera. Et donc ton podcast t'amène aussi pas mal de leads, comme on dit. Clairement, non. En fait, aujourd'hui, mon business model, aujourd'hui, mes clients ne viennent que de ma communauté sur Instagram, du podcast et des gens qui me trouvent sur le site du CPF. Je n'ai jamais fait de pub. C'est mon enjeu de maintenant parce que l'idée, c'est d'accélérer le développement de l'entreprise. Mais aujourd'hui, je vis de mon projet sans pub, en fait. Alors, quelles sont tes prochaines étapes, là, justement? Et ben là, la prochaine étape, c'est que je me dis que j'aimerais bien potentiellement m'associer à quelqu'un. Tu vois, moi, je suis hyper créative, je suis hyper organisée et tout, mais je me dis avoir quelqu'un qui m'aide dans le développement commercial, dans toute la partie finance Voilà, j'ai un super comptable, mais c'est pas mon truc, quoi. Les chiffres, tu vois, tu me demandes mes écoutes, en fait, j'en sais rien et ça me passe. En gros, l'idée, c'est de se dire, trouver quelqu'un qui soit complémentaire à moi, qui m'aide à me permettre de déployer les ailes de l'entreprise, parce que quand je vois les résultats que j'ai, sur mes clients. En fait, j'ai envie que le monde entier puisse en bénéficier. Tu vois, quand je vois des gens... Aujourd'hui, tu es seul et tu fais appel exclusivement à des prestataires, quoi, extérieurs. Ouais. Ok, bah écoute, appel aux auditeurs de Follow Me, si ce que fait Charlotte vous parle et vous inspire. Voilà. Elle cherche un associé. Donc, tu cherches de l'argent aussi ? Ou quelqu'un qui puisse en fait, là je suis vraiment en mode à des compétences peut-être que t'as pas, qui seraient alors clairement l'idée c'est d'avoir quelqu'un de complémentaire à moi, tu vois, je me dis Paris, Marseille, on s'en fiche, mais non, quelqu'un de complémentaire, de l'argent, je pense qu'il y a toujours besoin d'argent dans une entreprise, mais une entreprise est condamnée à se développer. C'est ça. Après aujourd'hui, l'entreprise est rentable, mais bon, tout est, en fait, tu vois, je me dis, parce que tu vois, j'ai un mastermind maintenant d'entrepreneuses où on vend des programmes en ligne et tout, et on en parlait la semaine dernière sur le fait de trouver un associé et tout, donc on disait les avantages, les inconvénients, et en fait, je pense que potentiellement, je me dis tout est ouvert, tu vois, peut-être qu'il y a un truc, un modèle auquel j'ai même pas pensé, où quelqu'un va venir en me disant, tiens, j'ai ça comme idée, vraiment, tu vois, la vie m'a montré qu'il y avait des choses dans lesquelles tu étais absolument convaincu que ça durerait toujours et que ça ne dure pas, et des trucs où, c'est l'approche, saisir les opportunités et être ouverte aux cadeaux de la vie. Oui, c'est quand tu ne cherches pas d'associé que l'associé idéal apparaît. C'est ça, exactement, peut-être, qui sait. Bon, merci beaucoup Charlotte, on a presque passé 1 heure ensemble, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses, puis plein de conseils utiles pour ceux qui veulent lancer leur podcast ou qui ont déjà un podcast, donc merci beaucoup pour ton partage. Évidemment, on va écouter des épisodes de Pourquoi pas moi, je mets tous les liens dans le descriptif de l'épisode comme d'habitude, et on peut te suivre partout, j'imagine, sur Instagram, sur LinkedIn. Voilà. Donc, et on te souhaite beaucoup de réussite, plein de nouvelles écoutes là pour les prochains mois, et puis de trouver ton associé idéal. Super, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Charlotte, salut. À bientôt.